Et aujourd'hui, on va aborder des sujets très intéressants, hein. On va parler langue étrangère, éloquence, accent, glottophobie avec Monsieur Ouaji. Vous, vous pouvez avancer. Bonjour, Monsieur Ouaji. très heureux d'être ici. Alors, habitude du masque. Bonjour, très heureux d'être ici avec Anna et Merci. puis je me ferai un plaisir de répondre à ces questions et de discuter voilà, sur ces questions qui intéressent tout le monde. Personne n'est épargné par la glottophobie, par Absolument. tout ce choc de culture. Le choc de culture dans le choc des cultures aujourd'hui. Merci beaucoup. J'imagine que vous êtes en train de corriger mes fautes de français là. Ah non, pas Je suis à du côté tout. d'un. Justement, Alors, Monsieur Ouaji. un linguiste ne doit pas corriger. Justement, on n'est pas dans la norme. Ah ouais? Eh oui, je suis sociolinguiste, Ah. donc Alors, je suis loin de la norme. Monsieur Ouaji Guahria, c'est ça, je prononce bien votre nom? Guerria. Guerria, ok. Sociolinguiste, professeur, conférencier international, tabarakallah, voilà. Et puis, vous savez, c'est comme à côté de vous, c'est comme quand on est face à un psychologue, on discute avec les psychologues en se disant, il est en train d'analyser, il est en train de découvrir mes côtés sombres, c'est ça. Voilà, donc Boutiche Rosy en Allemagne, le climat n'est pas au top, c'est gris, c'est à Francfort, j'aime beaucoup Francfort. J'aime beaucoup Francfort. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans un nouveau numéro du Shot des Cultures. Vous êtes avec Anna Guézard, mesdames et messieurs, sur France Maghreb 2 et je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi, hein, de midi à 13h pour vous tenir compagnie et voilà, passer un agréable moment avec vous et avec nos invités, tous aussi exceptionnels les uns que les autres, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de l'émission, on va découvrir le monde de la magie, hein. On a ramené un magicien sur France Maghreb 2. On est en direct sur la page Facebook de France Maghreb 2. Mesdames et messieurs, que je vous demander de rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre le direct. Je salue d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous regardent, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont fidèles, ils sont juste magnifiques et ils sont de partout. Voilà, on a des personnes qui sont en Allemagne, un petit peu partout en France, Tunisie, Maroc, Algérie, voilà, partout. Et on vous aime, vraiment, et c'est sincère. Donc, pourquoi je parle du live sur la page Facebook de France Maghreb 2, mesdames et messieurs? Parce qu'on va demander aux magiciens qui essayent de trouver une place voilà, entre parenthèses. Là, tout de suite, celui qui a su trouver une place sans magie, sans avoir recours à la magie, c'est Monsieur Guerria Ouaji, Monsieur Guerria Ouaji, qui porte plusieurs casquettes, hein, plusieurs titres, machallah, enseignant en linguistique, conférencier international et chercheur sur les situations de contact de langue et de culture, coach, accent. C'est ça. Coach. Ai-je oublié quelque chose, monsieur? Vous avez tout dit. C'est parfait. Je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. D'autant plus que maintenant, lorsqu'on parle, en fait, l'accent ou parler un langage différent ou ne pas maîtriser forcément la langue française à la perfection peut poser problème de nos jours. On peut être victime de racisme, une sorte de racisme linguistique que certains appellent la glottophobie. On va parler justement de tout ça, hein? Tout à fait. Ben là, tout de suite. Merci de m'avoir invité, merci de m'avoir reçu, chaleureusement d'ailleurs. Et puis oui, effectivement, quand on a un accent, alors on n'arrive même pas à mal parler le français, si on reste juste au niveau de mal prononcer, donc avec un petit accent, on en a tous un, même ceux qui ne pensent pas en avoir, ils ont quand même un accent, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, ça peut créer une forme de ce que vous venez de dire, glottophobie, et qui peut conduire qui est une forme de racisme, j'ai envie de dire. Voilà. Absolument. On va en parler un peu plus tard de la glottophobie. Concernant vos études, vous avez une licence de langue et littérature française, master en sciences du langage, doctorat en sociolinguistique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire autant d'études? On est jaloux, C'est pour ça que je pose la question. Oui, bah, écoutez, il n'y a pas de quoi, tout le monde peut faire. Hein. En fait, j'ai l'impression, avec le recul, que c'est l'histoire d'une vie. Je suis un peu un enfant des deux bords de la Méditerranée. Et puis, étant enfant, j'ai beaucoup vécu en France et beaucoup vécu en Algérie. Et donc, voilà, depuis mon esprit d'enfant, j'ai pu me rendre compte à quel point c'était compliqué
de gérer deux langues et à quel point ça pouvait à la fois fasciner et poser problème de parler plusieurs langues. Et donc j'ai voulu explorer tout ça en faisant d'abord une licence avec une recherche sur les problèmes d'articulation. Donc vous voyez, je me suis intéressé très tôt aux problèmes d'articulation. Cette fois-ci, c'était en Algérie. Puis aux problèmes des situations de contact de langue et de culture auprès d'Algériennes étudiantes en France. Et puis petit à petit, voilà, j'en suis arrivé à faire une thèse de doctorat sur une situation plus importante en Algérie. Voilà, Bravo, donc, bravo. Bah, merci. Après plusieurs allers-retours entre la France et l'Algérie, comme vous venez de le dire, vos parents ont choisi l'Algérie. Dès votre atterrissage à l'aéroport de Annaba, vous avez une anecdote, vous dites avoir eu un choc linguistique. Alors, ce que j'appelle avec mon recul de linguiste actuel, ce que j'appelle un choc linguistique, d'autres diraient que c'est un choc tout court. Puis, étant petit, j'ai appris l'arabe. J'ai quand même fait 3 années d'arabe, et puis avec les allers-retours France-Algérie, puis on s'est installé en France. Et je me suis rendu compte la dernière fois qu'on est reparti en Algérie pour nous installer définitivement que je ne savais plus lire les indications routières en arabe. Et donc pour moi c'était waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si que mon cerveau refusait. Oui, vous avez fait vos études ici en France? Les deux. D'accord, les deux. Voilà, les deux. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas su lire l'arabe? Eh ben voilà, c'est justement ce qui se passe. Alors en discutant autour de moi, beaucoup de gens ont vécu ça. Parce qu'on oublie lorsqu'on... On oublie, ou le cerveau décide d'oublier, ou la société dans laquelle on est refuse le plurilinguisme, ou juste le bilinguisme. Et donc du coup, pour faire plaisir, eh ben, on essaye de mettre de côté l'arabe. Et puis en France, l'arabe est une langue enseignée dans les écoles, dans les universités, etc. Absolument. Mais c'est pas une langue tout comme le français, d'ailleurs. Et c'est pas une langue très valorisante. Alors peut-être qu'avec le recul, et maintenant que je connais ce que c'est, enfin je sais ce que c'est que les représentations sociolinguistiques, parce que j'ai fait une thèse sur ça, je me rends compte que c'est peut-être les représentations linguistiques liées à l'arabe en France qui ont fait que j'oublie cette langue. Bon, Dieu merci, depuis, voilà, je me suis rattrapé. Alors, racontez-nous vos premières semaines au sein de l'école algérienne. Ah, bonne question. Alors, les premières semaines au sein de l'école algérienne, alors quand on débarque, on est... Alors, en fait, c'est la continuité de ce choc linguistique, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, voilà, parce que quand on arrive en France et qu'on est allophone, quand on ne parle pas français, il y a des sections spécifiques. Alors, moi, à Soukaras, il n'y avait pas, c'est une ville de l'Est algérien, il n'y avait pas cette section. On salue l'Est algérien. D'ailleurs, tous ceux qui se trouvent en Algérie, Tunisie, Maroc, tout le monde ne fera pas de jaloux. On salue les gens de Soukaras, Kelma, Naba, Constantine, voilà, tout l'Est algérien et puis toute l'Algérie. Tébessa aussi. Et Tébessa, ah oui, surtout Tébessa, surtout. Et du coup, oui, comme il n'y avait pas de section pour allophones, voilà, arabophones qui ne parlent pas l'arabe, donc voilà, j'ai été jeté voilà, dans la cage. Dans la nature, et puis j'ai appris à me débrouiller. Et puis j'ai vu dans le regard de l'adulte la fascination pour la langue française et en même temps la répulsion. Par contre, est-ce qu'il y a une forme de racisme? Est-ce qu'il y a la glottophobie par rapport à la langue française en Algérie? C'est-à-dire, si vous débarquez, que vous parlez uniquement français, est-ce que les gens vont être réticents ou ils vont vous mettre à l'écart? Alors, c'est très compliqué. Alors moi, je développe un concept un peu barbare dans ma thèse et je parle d'espace-temps de discours de référence. Ça veut dire, en fonction de la personne avec laquelle vous parlez et en fonction du sujet présent ou dans lequel vous vous projetez, bah, la langue française va être adoptée ou rejetée. Voilà. Donc c'est compliqué. Mais moi, dans mon esprit d'enfant à l'époque, j'ai pu voir cette fascination et cette répulsion à l'égard du français. Et souvent, les gens qui n'aiment pas le français bah, aiment vous entendre parler français. C'est un peu bizarre. Ouais. Voilà. Alors, vous avez enseigné à l'université Paris-Nanterre. C'est ça. Mais pourquoi avoir décidé d'intégrer une université algérienne? Oui, bonne question. Alors, c'est une question que j'ai beaucoup eue en France, mais surtout en Algérie, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Voilà, j'avais une vie plus ou moins installée professionnellement, et puis j'ai décidé de faire le chemin du retour. Et j'ai envie de dire, la demande en Algérie est plus importante qu'en France. Ça veut dire que au niveau des étudiants, c'est un épanouissement extraordinaire. Les étudiants sont très demandeurs, il y a l'ascenseur social qui marche beaucoup en Algérie, quoi qu'on en dise. Et donc du coup, bah, voilà, c'était très épanouissant pour moi. Et puis voilà, comme je suis un enfant des deux rives, je pense avoir un devoir envers les deux pays. Et moi, j'assume complètement cette identité duale qui ne s'oppose pas, mais qui se co-construit. Absolument. Pourquoi cette attirance justement pour la langue française?
Alors, j'ai envie de dire, je suis tombé dedans très jeune, donc je n'avais pas le choix. Et puis, avec le temps, j'ai découvert des vertus à cette langue. Alors, il ne faut pas idéaliser les langues, hein, voilà, c'est une belle langue parmi plein d'autres langues. Il se trouve que c'est la langue que je maîtrise le mieux, entre guillemets. Elle reste quand même spéciale, la langue de Molière. Hein. Voilà, c'est une langue que, alors, quand on maîtrise le français à l'étranger, on a un petit plus. Voilà, c'est ça les représentations linguistiques. Et pourtant, c'est pas la langue la plus parlée au monde. Pas du tout. Dans ma dernière conférence avec Farid Laroussi de l'université de Yale, il me disait qu'aux États-Unis, dans chaque université, il y a un département de français. Et pourtant, on a tous été aux États-Unis et personne ne parle français. Mais ils adorent le français. Voilà, voilà. Il y a la magie. Voilà, c'est la magie. C'est ça, c'est la magie. Le magicien n'est toujours pas arrivé, remarque. Voilà. Alors, beaucoup disent que certains Algériens ou étrangers maîtrisent mieux la langue française que les Français même. Et j'ai entendu des témoignages de Français aussi qui affirment cela. Est-ce que vous en pensez quoi? Alors, moi, en tant que sociolinguiste, j'ai envie de m'arrêter un petit peu sur maîtriser. Que signifie maîtriser? Alors, pour moi, une langue évolue. Et si on parle français comme on le parlait dans les années 50, est-ce que c'est maîtrisé? Voilà, il faut se poser cette question. Donc, en fait, moi, j'évite d'être dans la norme et moi, je place la langue dans une perspective évolutive. Une langue qui n'évolue pas est une langue qui meurt. On l'a vu avec l'hébreu ancien, avec le latin, avec voilà. C'est des langues qui sont dans le musée mais qui ne servent plus à grand-chose. Donc, effectivement, en Algérie, il y a des Algériens qui parlent très bien le français. Mais c'est une langue qui tend à disparaître. Hein. En Algérie, il faut dire la vérité, la langue française. Vous pensez? Je le pense. Voilà, moi, c'est la première fois que j'entends ça, mais j'ai pas trop l'impression. C'est empirique, c'est empirique. Alors, beaucoup de gens pensent parler le français, mais l'attirance, le cœur va plutôt vers l'anglais. L'anglais. Voilà. Donc, et puis, voilà, il y a une diglossie, on en parlera peut-être. La diglossie est un rapport diglossique. Hein, c'est comme le bilinguisme, mais un peu plus compliqué. Un rapport un peu compliqué, un peu conflictuel entre deux langues. Et l'anglais était la langue neutre de l'Algérie. Hein, dans les années 90, le système éducatif s'est orienté vers l'anglais pour contrecarrer l'évolution du français. Et puis on a oublié l'anglais, qui est resté une langue neutre. Et là, on ressort l'anglais de sa petite boîte pour lui donner un rôle plus important en Algérie. On verra bien ce que ça va donner. On verra. Est-ce que c'est plus facile pour une personne qui a étudié toute sa vie dans une certaine langue, par exemple l'arabe classique ou le chinois, de maîtriser parfaitement la langue de Molière? Oui, tout à fait. Alors, tout à fait, c'est possible. Alors, pour maîtriser, pour avoir un niveau, pour vous donner un ordre d'idée, pour avoir un niveau C2, hein, le niveau élémentaire, c'est A1.1. Le niveau le plus élevé, selon le socle commun européen. Le niveau le plus important, c'est C2. Pour atteindre un niveau honorable, ça veut dire B2. Oui, au bout de quelques années, on peut l'atteindre facilement. Voilà, c'est comme toutes les langues. Il n'y a pas de magie. Hein. Alors, Nabil, est-ce que tu veux qu'on marque une courte page publicitaire? C'est le moment. On va rester avec nous, mesdames et messieurs. On sera de retour. On parlera glottophobie, racisme linguistique, accent avec Monsieur Ouaji Guerilla. Et on essaiera de trouver le magicien d'ici quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans le Shot des Cultures. On est avec Monsieur Ouaji Guerilla. Je prononce bien votre nom? Très bien. Conférencier international, professeur en linguistique. C'est ça, voilà. Vous avez tout dit. Je n'ai pas tout dit quand même. Et alors, on va parler glottophobie, accent, etc. Et j'aimerais savoir, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez déjà été victime de racisme linguistique? Est-ce qu'on vous a déjà refusé un poste ou si vous voulez en témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au 01 40 33 9000. Monsieur Ouaji, Monsieur Guerilla, parlons de la glottophobie, cette forme de racisme linguistique duquel souffrent certaines personnes qui viennent des pays dits du Sud ou hispaniques. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors, petite rétrospective historique, mais avant la petite rétrospective historique, laissez-moi vous parler un peu d'actualité. On a un Premier ministre qui a un accent. Et son accent était très prononcé à son arrivée à son poste de Premier ministre. Et chemin faisant, il l'a perdu. J'ai même dû prendre sa défense dans un réseau social. Parce qu'il n'a pas besoin de moi pour prendre ça à sa défense, mais parce que sa situation fait écho à d'autres situations. Par exemple, les accents du Sud. Par exemple, voilà. Et donc, chemin faisant, il a perdu cet accent. Et durant sa dernière allocution, on l'entendait quasiment plus. Il a perdu ou peut-être qu'il a travaillé pour... Voilà, forcément. Mais c'est quand même bizarre et triste de devoir
faire des cours ou suivre des cursus pour se débarrasser de son accent. Il y a des accents qui sont juste magnifiques. Oui. Je voudrais juste rectifier quelque chose. Oui. C'est que les accents, la glottophobie, elle ne concerne pas uniquement les personnes étrangères venues des pays hispaniques ou dits du Sud, comme Maghreb, etc. Ça concerne aussi des Français. Il y a des Français qui en souffrent, les Marseillais ou les Ch'tis. C'est ça, Ouais. ça. Alors, ils en souffrent et des fois, on en joue aussi. Je donne l'exemple d'un célèbre humoriste, Patrick Bosso, où dans certaines situations, il a son accent marseillais, dans d'autres pas. Et puis, tous les accents ne se valent pas. La glottophobie, elle ne fonctionne pas toujours de la même manière. J'ai à l'esprit Jane Birkin, qui a un charmant accent anglais, qui, elle, a tout fait pour l'entretenir. Justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Pourquoi c'est plus joli, l'accent est plus joli ou plus sexy, si vous me permettez l'expression. Enfin, c'est pas une expression, mais... Oui, mais en plus sexy. J'ai déjà entendu ça parmi exactement. les Pourquoi on le considère comme étant joli lorsqu'il s'agit d'un accent russe ou un accent anglo-saxon. Alors que si c'est un accent du pays du Maghreb, c'est pas beau et voilà, on aime moins. Parce que l'accent a une fonction identitaire et lorsqu'on entend quelqu'un, on se réfère au physique de cette personne. Il y a un lien étroit entre la personne qui parle, entre l'accent et la personne Non, mais qui franchement, parle. Même si c'est une très belle femme qui va venir vous dire le voiture, je sais pas quoi, avec l'accent maghrébin, vous n'allez pas aimer, vous allez rire. Alors que si c'est une femme russe qui va vous dire le voiture, vous savez, genre même dans l'audiovisuel, on voit, c'est-à-dire il y a Cordula qui a un très très joli accent, d'ailleurs, et tout le monde aime. Mais si c'est une personne du Maghreb qui a un accent extrêmement prononcé, ça ne passe pas. Voilà, c'est cette fonction identitaire qu'a l'accent. Voilà. Quand on entend une personne parler, c'est justement, ça renvoie à cette fonction identitaire. Et puis ce qui permet de déterminer par inférence l'identité sociale de la personne. Certains accents sont liés à des identités sociales inférieures. D'autres accents sont liés à des identités sociales supérieures. Voilà, c'est subjectif, ça n'a aucun sens. Parce que par exemple, juste pour vous donner un exemple, pour expliquer ce que vous venez de dire, quand on dit les pays hispaniques, pourquoi? Parce que généralement, les personnes qui travaillent à domicile, enfin pas à domicile, les aides à domicile, exactement, sont de pays hispaniques. C'est pour ça que... Bon. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous fascine dans le français parlé en banlieue? Alors, ça me fascine beaucoup parce que ça constitue le troisième volet de mes recherches. C'est que c'est un parler qui est stigmatisé et on lui prête des mots, M-A-U-X, et ces mots viendraient des langues d'origine de ces personnes-là. Voilà. Si j'ai un accent, c'est parce que mon père parle wolof ou parle arabe, maghrébin, etc. Et donc, on stigmatise la personne. Alors, c'est du racisme détourné. Quand vous parlez de racisme, vous avez tout à fait le droit et c'est légitime de parler de racisme. Parce qu'à travers la discrimination de la façon de parler, on discrimine la personne elle-même. Et puis, il y a un rapport très conflictuel, par exemple, avec l'arabe en France. Et donc, ça déteint... Pourtant, il y a beaucoup de mots français qui viennent d'arabe, de l'arabe. Alors, on vous dit qu'ils viennent de l'espagnol. Ah, on nous dit qu'ils viennent de l'espagnol. Souvent, dans les dictionnaires, il faut vraiment peut-être parce que l'Espagne est plus proche. Voilà, c'est plus sexy aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que voilà, mon étude sur la banlieue, notamment sur le côté linguiste, porte sur cette corrélation entre la langue banlieusarde, entre guillemets, j'aime pas ce mot, qui serait violente, parce que certains la taxent de violente, et le lien avec la langue d'origine de ces personnes. Et puis, le rapport à l'arabe est très conflictuel en France. Comme je l'ai dit dans la première partie, c'est une langue très stigmatisée. Et ça fait fâcher Éric Zemmour. Et voilà, ça fait fâcher Éric Zemmour, mais pas que lui. Aux États-Unis, au Canada, quand je leur explique qu'on a des polémistes professionnels, ils sont un peu choqués. Voilà, des gens payés pour semer la zizanie. C'est ça, voilà, c'est incroyable. Ils sont un peu choqués. Voilà. C'est son business, Voilà. Et puis, bref. Chacun son fond de commerce. Ouais, c'est ça. En fait, ça y est. Je vous fais perdre les moyens linguistiques. En parlant de Zemmour, il me fait toujours rire, il me fera toujours rire, ce monsieur. On parlait de la langue, des mots sortis, comme vous dites, de la langue banlieusarde. Oui. Il y a beaucoup de mots justement qui viennent de la banlieue, qui ont été adaptés et adoptés dans la langue française.
c'est ça. Et d'ailleurs, récemment, on a vu même un député français à l'Assemblée nationale qui a suggéré qu'on introduise quelques mots de la chanson de Djadju dans la langue française, qui avait fait polémique. Oui, oui, effectivement. Est-ce que c'est une victoire, justement, de la langue? Évidemment que c'est une victoire, pas pour les Maghrébins, mais pour la langue française. De tout temps, la langue française s'est enrichie d'autres langues. Et si on commence à se fermer, ça sera la mort de la langue française. Et j'ai envie de dire, j'en parlais avec un de vos collègues canadiens du Nouveau-Brunswick, donc acadien, à qui j'expliquais que une langue qui ne s'enrichit pas de la proximité, en l'occurrence de cette koiné, parce que c'est pas de l'arabe, pas de l'arabe, c'est une koiné. C'est-à-dire c'est un arabe qui a fait ses premiers pas. En France. Donc si une langue ne s'enrichit pas de sa proximité immédiate, elle tend forcément à mourir. Et donc honnêtement... C'est des phénomènes de mode aussi. Hein. Et énormément de mode. Alors bizarrement, la langue arabe fâche Zemmour, mais plaît beaucoup à la jeunesse. Ouais. Et si un jour on entend Monsieur Macron, Emmanuel Macron dire wesh, ça fait jeune, fait jeune, fait. Justement, wesh ne veut rien dire en arabe, c'est plus un mot français. Wesh, c'est quoi? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un mot qui a glissé de l'arabe vers le français et qui n'a plus aucun sens en arabe. Parce que quand on dit wesh de manière isolée comme ça, comment? Ça veut rien dire pour nous arabophones. Mais pour un francophone, wesh, ça a d'autres connotations, ça a d'autres sens. C'est des mots d'appui, tout simplement. Alors, moi, je pense que dans une phrase, on a besoin d'équilibre. C'est comme un maçon. Et puis, ces mots-là, comme certaines insultes, permettent à la phrase d'avoir un certain équilibre. Et donc, c'est des mots d'appui, c'est aussi des mots identitaires. Alors, vous êtes président fondateur d'une association, Tous Université. En plusieurs mots. Voilà. Ouais, c'est un très, très beau jeu de mots d'air. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association? Alors, cette association, Tous Université, a vocation à valoriser les quartiers populaires. Quand je dis les quartiers populaires, c'est-à-dire les personnes qui habitent dans ces quartiers populaires. Alors les valoriser déjà pour dire que leur langue permet de vitaliser la langue française, et c'est un très grand plus pour la langue française, même si certains pensent s'en passer facilement, mais en attendant, c'est l'aspect populaire qui valorise le plus la langue française, et donc c'est une excellente chose pour la langue française d'une part, et puis ça valorise les habitants de ces quartiers. Lorsque j'ai invité Farid Laroussi, l'ancien professeur de l'université de Yale, actuellement en Colombie-Britannique, c'est un franco-maghrébin qui a grandi en banlieue. Regardez ce qu'il est devenu, une star aux États-Unis. Lorsque j'invite Nicolas Kuhl, qui travaille sur la banlieue à Rennes, il nous explique des nuances qu'on n'entendra jamais dans les médias mainstream. Donc en fait, le but est de valoriser la banlieue, pas forcément de faire de l'angélisme, mais de donner une vision juste de la banlieue, plus nuancée, plus complexe. Et en fait, le slogan, c'est pour ne plus imaginer la banlieue sans sa complexité. Absolument, c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce qu'une personne étrangère ou une personne qui bénéficie d'une double culture peut-elle être considérée comme légitime pour défendre la langue française? Alors justement, toutes ces micro-agressions linguistiques qu'on peut appeler glottophobie ont un objectif conscient ou inconscient, c'est de rendre celui qui a l'accent illégitime. Et donc une fois qu'on est illégitime, une fois qu'on est en insécurité linguistique, c'est un autre concept qu'on développera peut-être un jour, on ne se sent plus légitime pour faire quoi que ce soit dans ce pays. Et donc en fait, c'est une entreprise de délégitimation qui commence d'abord par des petites remarques, des fois sympathiques. Par exemple, t'as pas d'accent pour un blédard, ou t'as pas d'accent pour quelqu'un qui vient de banlieue. Donc ça, on appelle ça les micro-agressions linguistiques, c'est un peu un synonyme avec la glottophobie, mais ça a un lien avec ces agressions sociales que subissent les Français d'origine étrangère de manière générale. Et vous répondrez quoi à ces Français, par exemple, qui vont vous dire laissez les Français défendre leur langue, par exemple? Est-ce qu'on vous a déjà fait ce genre de remarques? Non, jamais. Mais en même temps, je fais rayonner la langue française sur 4 continents. Donc si on me dit, moi, de laisser les Français, ça veut dire qu'on ne me reconnaîtra pas en tant que Français. Enfin, quelques Français, oui. Ne généralisons pas, bien sûr. Peuvent avoir une forme de racisme linguistique envers des personnes qui ne maîtrisent pas le français comme eux ou qui ont un accent, mais alors que eux-mêmes ont un accent. Tout le monde a un accent. Non, mais lorsqu'ils parlent anglais, il est très très connu l'accent. Très prononcé. Très prononcé d'ailleurs. Et moi-même, j'ai cet habitus linguistique, cette mauvaise habitude française de prononcer l'anglais
avec un accent très français. Oui, oui, effectivement. Je rappelle juste que Napoléon Bonaparte, celui qui a voilà, régné sur la France et l'Europe pendant des années, lui aussi avait un accent prononcé lorsqu'il est venu, et lui aussi était victime de moqueries, il était victime voilà, de racisme linguistique, et il a régné sur la France et l'Europe. Et maintenant, il est l'un des symboles de la France, de l'histoire de la France, absolument. Alors, travaillez-vous avec l'éducation nationale pour développer vos projets? Tout à fait, oui, je travaille, je suis enseignant donc, dans l'éducation nationale sur plusieurs paliers, et puis je suis chercheur au LACNAD, donc à l'INALCO, qui est une structure de l'éducation nationale. Je vous pose une dernière question. Avant de marquer une courte page publicitaire, déjà, avez-vous remarqué que vous aussi, vous avez un accent? Tout le monde a un accent. Voilà, vous savez. Évidemment. Après, moi, je trouve pas que les accents sont moches ou il y a des accents qui sont très charmants. Même les accents des pays dits du Sud, je trouve qu'ils sont charmants. Ils ont leur sont teintés comme ça. Il faut se dire que ces accents enrichissent la langue française. Si on ne comptait que sur l'accent parisien pour valoriser la langue française, on n'aurait pas ce rayonnement culturel et intellectuel dans le monde. Moi, on me dit souvent que je chante. Moi, je me rends pas compte, mais on me dit que je chantonne lorsque je parle français. C'est mignon. Voilà, c'est mignon. Mais dites-nous brièvement, comment on fait pour se débarrasser d'un accent? Parce que vous êtes aussi coach d'accent, on fait appel à vous. C'est ça. Alors, en tant que coach accent, si on veut, pour des raisons professionnelles ou quelquefois juste pour des raisons personnelles, ne plus avoir cet accent, ça me fait penser au sketch de Gad Elmaleh, quand on prend des pilules pour enlever l'accent. Et il y a des exercices structuraux que je propose aux personnes dont j'ai la charge pour minimiser cet accent et le rendre quelquefois transparent.